Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de la soirée dont voici les principaux titres. Les assises nationales du tourisme se sont tenues aujourd'hui au Palais du Peuple sous le patronage du Premier ministre. Et création d'un fonds commun de milliards de dollars entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le ministère délégué au tourisme donc, a organisé ce matin les assises nationales sur le tourisme qui se dérouleront sur 3 jours au Palais du Peuple. Et c'est sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed que cette cérémonie a eu lieu en présence notamment du président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed, de plusieurs membres du gouvernement, des diplomates donc, ainsi que plusieurs invités, gérants ou opérateurs ou consommateurs donc concernant le domaine du tourisme. Le Premier ministre donc a été accueilli à son arrivée par le ministre délégué au commerce Hassan Ahmed Ibrahim, et le Premier ministre a d'emblée donc visité les stands et les produits artisanaux exposés dans le hall du Palais du Peuple. Cet événement vise à tracer la feuille de route par le secteur du tourisme et engage ses acteurs dans une vision commune des réformes nécessaires à entreprendre dans ce secteur. Les assises nationales du tourisme seront également une occasion de remettre en question le secteur, mais également de définir quelle stratégie adopter afin de garder le secteur pérenne. Djibouti vient en effet d'atteindre ses objectifs de croissance pour le secteur touristique sur les prochaines années. L'industrie, le gouvernement et la société civile doivent travailler de concert pour définir les futurs piliers du développement. Rappelons qu'au début de cette année, la première édition du guide de voyage dans le monde, Lonely Planet, a fait de Djibouti la 4e destination touristique à visiter absolument en 2018. Et par la suite, le ministre délégué au commerce, qui a donc sous sa tutelle le domaine du tourisme, a indiqué que d'importants efforts ont été réalisés dans la formation des jeunes en matière de restauration et d'hôtellerie. On l'écoute. Sous l'impulsion de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, que le secteur du tourisme a été défini comme prioritaire dans le plan stratégique du développement économique intitulé Djibouti Vision 2035. Les objectifs volontaristes affichés par le gouvernement s'articulent autour de la nécessité de promouvoir Djibouti comme une destination touristique de premier plan à travers le développement du tourisme d'affaires et de plaisance, de complexes balnéaires et de plongées sur des sites d'aménagement prioritaire, et enfin la promotion du tourisme de découverte et des sites préhistoriques et archéologiques. Concernant notre pays, le secteur touristique connaît un accroissement régulier. Le nombre de touristes est passé de 60 200 000 en 1912 à plus de 100 millions de visiteurs en 2016, soit une hausse de 60% au cours des 5 dernières années. Les revenus du tourisme représentent moins de 1,5% du PIB. Cependant, avec 3 000 emplois directs ou indirects générés, le secteur touristique contribue fortement à la lutte contre le chômage dans notre pays. D'où la finalité des présentes assises est de permettre une réelle prise de conscience de la nécessité de définir et de mettre en œuvre la stratégie nationale du secteur du tourisme à travers des multiples volets comme la sécurité, la santé, la formation professionnelle, l'environnement
l'urbanisme et le développement des infrastructures hôtelières. Et prenant la parole à son tour, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a pour sa part donc indiqué qu'il faut éviter donc de tomber dans les pièges d'un tourisme globalisé et marchand qui ne prend pas en compte les questions d'éthique, de morale pour la protection des mœurs ainsi que la sauvegarde de l'environnement. On l'écoute. Tout à l'heure, il a été rappelé que nos avantages ne sont pas seulement des avantages comparatifs, mais ils sont des avantages absolus. Ça veut dire qu'il y a des destinations touristiques en République de Djibouti qu'aucun pays sur cette planète ne peut offrir. Je citerai le lac Assal, je citerai le lac Abé, je citerai le Grand Bara avec tous ses potentiels, mais également d'autres destinations. Que voulons-nous faire maintenant? C'est la question aujourd'hui qui va être posée dans ces assises. Pour notre part, nous estimons que le temps est venu pour passer à l'action. Le nombre de créations d'emplois sont réels et on l'a constaté. La croissance de part du PIB de ce secteur, on vient de l'apprendre, est phénoménale. Il faut maintenant mettre les mesures que nous connaissons tous depuis très longtemps en place. Et ces mesures, pour ma part, elles consistent, entre autres, à d'abord arrêter une fois pour toutes nos priorités. Lesquelles priorités sont les zones à développer en priorité, les destinations prioritaires, en tout cas les destinations touristiques prioritaires. Ces destinations, on l'a dit, elles sont, entre autres, dans le secteur du tourisme balnéaire, Rassian. Il y a un investissement actuellement en cours. Nous avons également une autre destination, c'est le lac Assal. Une troisième destination majeure pour Djibouti, c'est la destination du lac Abé. Ce n'est pas les moins importantes partant destinations, mais également d'autres destinations qui sont également prioritaires. Sur ces destinations, ça veut dire beaucoup d'informations. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed de son côté rappelait que le gouvernement djiboutien est décidé à booster ce secteur économique. Je vous propose de le suivre. Parmi les secteurs moteurs de la croissance économique nationale, le secteur du tourisme vise à faire à terme de Djibouti une destination touristique et régionale de premier plan, avec un tourisme d'affaires et de plaisance, un tourisme balnéaire comme les plongées implantées sur des sites et d'aménagement prioritaires et un écotourisme des découvertes tels que les sites archéologiques et préhistoriques en s'appuyant sur une connectivité aérienne largement développée et une image et notoriété du pays améliorée. Mesdames et messieurs, vous savez aussi bien que le gouvernement opte toujours dans une démarche de planification du développement guidée par une vision à long terme en vue de construire l'avenir du pays. Les consultations participatives de tous les acteurs de la société pour la définition des stratégies de développement pour un développement durable sont d'ores et déjà une démarche permanente et sont également imprimées au processus de décentralisation politique et économique. C'est dans cet esprit que ces assises nationales sont instituées pour impliquer le secteur privé dans le renforcement des politiques publiques. Le gouvernement attend de ces journées de réflexion de la part des promoteurs privés des propositions sur les mesures de renforcement de la compétitivité du tourisme djiboutien et de la conquête des marchés solvables, des recommandations concernant le développement de l'amélioration des infrastructures nécessaires au tourisme durable et surtout l'exploitation des potentialités touristiques, la promotion de nouveaux produits porteurs ainsi que la sauvegarde de la mise en valeur des sites et monuments touristiques. Sans oublier bien sûr le développement des potentialités de chaque région intérieure et pour cela vous disposez le plan de développement régionaux. Tout cela pour permettre le
le renforcement de la politique nationale du tourisme tout en mettant en place un cadre de pilotage performant qui sera essentiel pour définir une trajectoire claire pour le secteur et concrétiser une démarche volontariste de développement et des potentiels nationaux dans ce domaine. Du côté du gouvernement, nous allons multiplier nos efforts en diversifiant les filières de formation au métier de tourisme, et ce à travers l'école de formation au métier de tourisme et de l'hôtellerie dans le cadre d'un partenariat public-privé. Un établissement d'unités relais pour la promotion du tourisme dans les régions, en améliorant des services offerts, mettant en œuvre une politique de qualité des produits, institution des standards de qualité, modernisation des produits touristiques, en étroite collaboration avec les tours opérateurs internationaux, campagnes de communication, etc. En réalisant des démarches nécessaires pour obtenir le classement des plus beaux sites culturels et naturels de Djibouti, en renforçant la concertation étroite entre les acteurs du tourisme et ceux du transport, et enfin en facilitant des procédures de délivrance des visas d'entrée à Djibouti. Et dans le reste de l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin son cabinet l'ambassadeur de la République du Yémen, Abdullah Muslim Qassim al-Sokhotri, en présence de ses proches collaborateurs. L'ambassadeur a remercié le secrétaire d'État pour sa disponibilité et l'accueil qu'il lui a réservé. Il lui a aussi adressé ses félicitations pour la maturité politique dont la République de Djibouti a fait preuve en général, pour le bon déroulement des élections en particulier. Que par ailleurs, il était impressionné d'une part de l'essor que le pays connaît ces dernières années, et d'autre part la personnalité plus que chaleureuse et ouverte du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Pour finir, il a exprimé son intérêt pour les Jeux de l'océan Indien que Djibouti organisera donc du 20 au 28 avril prochain. Et quant au secrétaire d'État, il a remercié donc l'ambassadeur pour cette visite de courtoisie et a évoqué les relations de fraternité existant entre les deux pays, que l'état actuel du Yémen l'attristait au plus haut point, qu'il envisageait également d'organiser une rencontre sportive entre les jeunes des deux pays à Aden, capitale du Yémen, durant la période de septembre. Un important contrat a été signé entre la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé et la société Pacific International Lines. C'était à Singapour. Choukri Ali nous en dit plus. La société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, entité nouvellement créée pour remplacer DP World, a signé ce lundi 5 mars 2018 un important contrat avec la société Pacific International Lines, ou plus communément appelée PIL. Cet accord spécifie que la société PIL utilisera le terminal à conteneurs de Doralé pour assurer le transbordement annuel de quelques 300 000 conteneurs par an. La cérémonie de signature du contrat est intervenue donc ce matin même à Singapour. L'accord a été paraphé entre le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, et le président directeur général de la société PIL, M. Théo. Aboubakar Omar Hadi, qui occupe également le poste de présidence du conseil d'administration de la nouvelle société de gestion de conteneurs à Doralé, avait à ses côtés M. Ahmed Youssouf. Le gouvernement djiboutien avait décidé le 22 février dernier de prendre entièrement en main, et ce dans l'intérêt général de la nation, la gestion du terminal à conteneurs de Doralé. Pacific International Lines, ou PIL, opère dans le domaine de la logistique et du transbordement des marchandises containerisées depuis 1967. Les conteneurs qui vont ensuite être transportés d'un point à l'autre. C'est l'une des plus importantes sociétés agissant dans le domaine du commerce et du trafic maritime international. Cet accord aura d'évidence un impact positif sur la capacité de Djibouti de gérer elle-même ses infrastructures portuaires. Djibouti continuera ainsi à se placer en leader dans le transbordement, la manipulation et l'éclatement d'un point à un autre des marchandises containerisées pour toute l'Afrique de l'Est. Et plus tôt aujourd'hui, nous avons également eu un entretien téléphonique à partir de Singapour avec le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi. Nous lui avons demandé ce que cet accord représentait pour Djibouti et pourquoi ce genre de partenariat n'avait pas été scellé plus tôt. Voici ses propos. Oui, Dieu merci. Vous savez, lorsque le gouvernement de Djibouti a investi dans le port de Doralé une capacité de 1 600 000 conteneurs par an, le trafic de Djibouti et de l'Éthiopie était de 150 000.
le gouvernement avait investi dans ses capacités pour le transbordement, pas seulement pour Djibouti et l'Éthiopie. Mais après 9 ans, le terminal de Doralé est à moitié vide. Il est vide à 50%. Oui, la capacité d'utilisation aujourd'hui est de 57%. C'est pour ça que le gouvernement de Djibouti a, comment dirais-je, annulé le contrat de Dubaï parce qu'ils n'ont pas rempli leur fonds de remplir la capacité du port de Raleigh depuis 2007 à 2018, 9 ans après, le terminal est à moitié vide. Donc, notre objectif était le transbordement. Et aujourd'hui, nous avons signé un contrat de 300 000, plus de 300 000 conteneurs par an avec CIL. Ils prétendaient que les ports étaient congestionnés et ils augmentaient les tarifs pour renvoyer le transbordement vers d'autres ports qu'ils contrôlent mieux, parce qu'il faut savoir qu'à Djibouti, ils avaient seulement 33% et ils renvoyaient vers Jeddah 100%. Et Sokhna en Égypte et Jebel Ali. Donc aujourd'hui, nous avons pu récupérer en partie ce trafic qui a été dévié par Jebel Ali. Je vous ai dit que le gouvernement avait investi 1,6 million conteneurs. Aujourd'hui, nous sommes à 870 000 conteneurs. Donc, nous avons une autre capacité d'à peu près 700 000 conteneurs. Après la première réunion de cadrage de prise de contact hier, la mission de la Banque mondiale est rentrée ce matin dans le vif du sujet, avec notamment les différents ateliers devant débattre des différentes réformes en cours de réalisation. Et cela dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires sur la base des indicateurs du rapport Doing Business du groupe de la Banque mondiale. Le premier atelier donc, qui s'est déroulé à l'hôtel Kempinski a été consacré à la problématique du commerce frontalier, thème extrêmement important dans le contexte de l'ambition de la République de Djibouti comme hub régional du commerce. Il faut savoir également que dans le classement du dernier rapport Doing Business, Djibouti occupe la 154e position du classement général et 159e sur le classement de l'indicateur du commerce transfrontalier, indice qui mesure la performance logistique d'un pays. Compte tenu de l'importance de cet indicateur, l'ensemble des opérateurs économiques du secteur ont pris part à cet atelier, à savoir la communauté portuaire, la communauté du commerce regroupant tous les métiers et les sociétés de logistique et de transit essentiellement. Les débats de l'atelier et les échanges des points de vue des différentes parties ont porté donc sur les voies et moyens de mettre en place une stratégie pour améliorer la compétitivité portuaire et logistique en mettant en place un guichet unique du commerce extérieur de Djibouti. Le deuxième atelier portera sur l'indicateur de la création d'entreprises, contenu complet donc dans les éditions de demain. Et selon les responsables présents, cette stratégie gravite donc autour de 4 grands principes, à savoir l'amélioration du classement de la facilité de faire affaire, augmenter également le volume du commerce, réduire le temps d'importation et bien sûr enfin réduire le coût de la logistique. Nous les écoutons. Ce qui était important, c'est de voir que le gouvernement est engagé dans un programme de réforme, mobiliser, je pense, l'ensemble des acteurs, y compris le secteur privé. Je pense que c'est une étape et une indication d'un engagement très fort du gouvernement. Nous sommes là dans le cadre donc du projet de gouvernance pour le développement du secteur privé, un projet qui est en cours depuis 2 ans, et dans le cadre de ce programme, vous avez tout un volet renforcement du climat des affaires, avec un accent particulier sur le doing business. Le doing business, bien entendu, qui ne couvre pas l'ensemble du climat des affaires. Mais pour cette journée d'aujourd'hui, je pense que les discussions qu'on a eues tournaient autour du commerce transfrontalier, donc plus particulièrement l'indicateur qui couvre ces aspects. Donc ça nous a permis, je pense, de mettre le doigt déjà sur donc les problèmes de méthodologie qu'on avait, je pense, pu clarifier avec les différentes parties prenantes qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas forcément la méthodologie. Donc avec nos collègues, ma collègue en particulier de la Banque mondiale, on a eu l'occasion donc de rentrer un peu plus dans les explications de la méthodologie, qui va permettre, en tout cas on l'espère, aux différents acteurs de mieux comprendre
cet instrument et comment justement répondre aux questionnaires qui seront envoyés incessamment. L'ambassadeur du Japon en République de Djibouti, Koji Yonetani, a octroyé ce matin un don de 13 millions de francs Djibouti à l'église protestante évangélique de Djibouti, et ce dans le cadre de l'appui financier apporté aux mini-projets communautaires ou humanitaires. Cette église apporte donc une assistance aux enfants de rue. L'aide financière permettra également de réhabiliter les locaux du centre de formation de l'église. Une salle d'accueil, une salle informatique seront construites pour les jeunes. Les personnes à mobilité réduite auront également accès à cette salle informatique pour suivre des cours. Le travail en groupe se fera dans de bonnes conditions. Le Japon a par le passé construit 2 salles de formation en informatique à Obok en 2012 et à Tadjoura en 2016. Ces 2 salles accueillent 350 jeunes par an. Le Japon soutient les associations agissantes qui présentent des mini-projets devant aider à apprendre ou à aller de l'avant. De financer la remise en état des salles de notre centre de formation. Nous remercions alors le gouvernement japonais ainsi que l'ambassade de Japon à Djibouti de leur confiance et de leur aide si précieuse dans l'aboutissement de ce projet. Sans oublier de remercier plus particulièrement Madame la consultante des projets communautaires de proximité à l'ambassade de Japon à Djibouti, qui n'a pas aménagé son temps et ses efforts pour son accompagnement durant la phase préparatoire de ce projet. Et pour sa part, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani, s'est félicité également de la signature de cet accord. On l'écoute. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous pour la cérémonie de signature du don au micro-projet. Je me réjouis que notre ambassade et bien sûr notre gouvernement puissent contribuer au projet de réhabilitation du centre de formation. Le projet sert à la réhabilitation de 2 locaux du centre de formation pour un montant d'environ 13 millions de francs djiboutiens. Ce projet a pour but de renforcer la capacité d'accueil du centre avec les bonnes conditions pour les jeunes garçons et filles djiboutiens, notamment des salles qui seront réhabilitées sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite. Je tiens à vous rappeler que le problème du chômage est un défi à relever à Djibouti. Particulièrement, des jeunes et des personnes à mobilité réduite ont plus de difficultés à trouver un emploi. Face à cette situation, bien sûr, le gouvernement djiboutien y travaille avec une stratégie à long terme qui s'appelle la vision Djibouti 2035. Une journée aujourd'hui pas comme les autres ici à la RTD. En effet, l'association des épouses des militaires français stationnés à Djibouti a effectué ce matin une visite au sein de la radiodiffusion télévision de Djibouti, accompagnée des membres de leur famille. À leur arrivée à la RTD, la délégation des épouses des militaires français a été accueillie par le directeur adjoint au programme de la RTD, M. Adou Tadaoud, et sa collaboratrice, Mme Mahado Ibrahim. Aussitôt après, les épouses des militaires ont visité les différents services que compose la RTD. Elles ont entamé leur visite par le musée de la RTD situé dans le hall d'entrée où est déposé les anciens matériels de travail de l'audiovisuel. Par la suite, les épouses des militaires français se sont rendues successivement au studio de production, à la salle de montage et au studio news où sont présentées les informations. Après la télévision, les épouses des militaires français stationnés à Djibouti ont visité également la partie radio de la RTD en se sortant aux différents studios de diffusion et production radio. La délégation des épouses des militaires s'est réjouie de cette visite et a pu constater l'évolution technologique de la radio-télévision djiboutienne. Certaines participantes ont même réagi et ont donné leurs impressions sur cette première visite en appréciant la capacité de production de la RTD avec ses nombreux studios.
télévision, finalement, je ne pensais pas qu'il y avait autant de studios. D'accord. Donc c'est très bien, j'ai trouvé ça très bien. Je pense que l'enregistrement de musique là, avec la chanteuse, c'est très agréable. Bonjour, Clotilde. Et quel est l'objectif de votre visite au sein de l'RTD? On voulait voir une entreprise dans Djibouti et puis voir comment se passaient les émissions. Oui, mais oui, ça m'est arrivé, oui. C'était des informations. Voilà. Très intéressant, une belle découverte. Oui, j'ai pas l'habitude de me balader dans les studios. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Alors, création d'un fonds commun de 10 milliards de dollars Samatar entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Effectivement Ahmed, l'Arabie Saoudite et l'Égypte créent un fonds commun de 10 milliards de dollars pour développer un méga-ville de plus de 1000 km² dans le sud du Sinaï. Un responsable saoudien a déclaré qu'une partie du nouveau fonds commun d'investissement de Riyad servira à compenser le déclin attendu des revenus pétroliers en Égypte. Le nom NEOM s'étendra sur 3 pays, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Jordanie. L'investissement privé et public dans cette zone devrait au total atteindre à terme 500 milliards de dollars. Les deux pays collaborent sur d'importants dossiers régionaux comme la guerre au Yémen et le blocus du Qatar dans le but notamment de contrer l'influence de l'Iran, grand rival de l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient. Un accord signé alors que le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a entamé hier au Caire une visite de 2 jours. Et enfin, Samatar, donc la percée historique du mouvement 5 étoiles, la formation donc anti-élite est devenue le premier parti d'Italie. Eh bien oui, c'est une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. On aperçoit Luigi Di Maio fait les résultats partiels dans les bras de ses proches. Ce dimanche, son mouvement 5 étoiles a battu tous les anciens partis. Avec plus de 30% des suffrages réunis dimanche aux élections générales, la formation anti-élite est incontournable dans les négociations à venir. Claudio Lavanga a déclaré, je cite, « Cette nuit électorale marque une victoire historique pour le mouvement 5 étoiles. Il fait mieux que les prévisions les plus opportunistes et les sondages qu'il avait désignés première partie de l'Italie depuis plusieurs jours. Il est parvenu à accumuler un réel consensus électoral qui lui offre l'opportunité de créer un gouvernement de large coalition. Ce qu'il reste à savoir, Ahmed, c'est qu'il accepte de faire confiance, d'alliance plutôt. Merci Samatar pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.